Bonjour à toutes et à tous. Cette petite vidéo pour présenter un petit peu les points essentiels, les points clés du Hatha Yoga. Vous allez faire un cours d'essai où vous avez déjà fait votre premier cours et beaucoup d'informations vous ont été données, mais vous n'avez pas tout retenu. C'est normal, il y a beaucoup d'éléments à regarder, beaucoup d'éléments à enregistrer. Donc cette vidéo pour vous présenter, on va dire les 4 points clés. Vous verrez peut-être un peu plus, mais les 4 points clés, les 4 points essentiels à la pratique. Donc le premier, ça va être la respiration, donc comment bien respirer. Le deuxième, un des points qui est important, c'est trouver la verticalité. Et puis les 2 points de fuite, ou comment limiter les fuites par 2 points principaux. Alors tout d'abord, la respiration. Dans le Hatha Yoga, la respiration, c'est vraiment le fil rouge de toutes les pratiques, que ce soit des postures, que ce soit du pranayama, donc de la respiration pure, que ce soit un travail de mantra, que ce soit de la concentration, même du yoga nidra. Donc systématiquement, la respiration sera présente. Dans tous les cas, sauf exception, vous respirez par le nez. L'inspiration et l'expiration se fera par le nez, en gardant bien la bouche, les lèvres fermées. En fait, simplement, le nez sert à respirer. Voilà, et la respiration par la bouche ne se fait qu'en cas d'urgence, quand on a besoin de grandes quantités d'air, ou alors quand on est enrhumé et que le nez est bouché. Donc dans tous les cas, pensez systématiquement respirer par le nez, je répète, en fermant bien les lèvres. Le deuxième point que l'on va retrouver au niveau de la respiration, c'est dissocier la respiration thoracique de la respiration abdominale, en privilégiant la respiration abdominale, donc en privilégiant la respiration par le ventre. Alors pourquoi respirer par le ventre? Respirer par le ventre, ça veut dire que l'on va respirer essentiellement, on va utiliser dans la respiration essentiellement le diaphragme. Le diaphragme est un des plus gros muscles du corps qui a, hop, il y a le bol, qui a cette forme de coupole. Donc il est au milieu de la poitrine, il a cette forme de coupole et derrière même il y a une petite, ce qu'on appelle une queue qui arrive et qui se fixe sur les vertèbres du bas. Donc respirer avec le ventre, ça veut dire qu'on va respirer avec le diaphragme. Les effets que vont avoir cette respiration, ça va être un massage des abdominaux, avec les abdominaux, ça va être un massage du ventre, un massage des viscères. Donc automatiquement, ça va faciliter tout ce qui est élimination physique, donc le transit intestinal, mais aussi tout ce qui est élimination émotionnelle. Vous savez tous que des fois, quand on est contrarié, on a la boule au ventre, voilà, on est mal au ventre, tout ça. Donc le fait de mettre ce souffle au niveau du ventre, ça va libérer l'espace du cœur, donc l'espace émotionnel, et ça va permettre d'évacuer ces tensions que l'on peut avoir dans le ventre. A contrario, quelqu'un qui respire par la poitrine va faire monter toutes ses émotions. Par exemple, imaginez vous avez couru, pas mal couru, et puis vous arrivez à un moment donné, vous êtes ce qu'on appelle un essoufflement. Donc le souffle dans l'essoufflement, il est tout en haut, complètement dans la poitrine. Voilà, et là on arrive des fois même certaines personnes n'arrivent même plus à respirer. Imaginez faire un calcul mental dans ces conditions-là. Imaginez réfléchir dans ces conditions, c'est pas possible. Voilà, le souffle, dès que le souffle va monter dans la poitrine, on va perdre un petit peu de nos capacités. On retrouve également cette importance du souffle, par exemple chez les bébés. Regardez un bébé quand il respire, quand il est tout petit, vraiment tout petit, tant qu'il n'a pas été trop pollué en fait par les adultes, il va respirer essentiellement par le ventre. Voilà, tranquillement. Le ventre d'ailleurs des bébés est très souple, voilà, il respire bien par le ventre. Il n'y a qu'un moment où il va respirer par la cage thoracique, par la poitrine. C'est quand? C'est quand il va faire un caprice. Voilà, quand il va faire un caprice, tout le souffle monte dans la poitrine. Voilà. Et là, ça s'enchaîne, voire même il n'arrive pas à se calmer parce que tout est monté. Donc, tant que le souffle sera dans la poitrine, on ne pourra rien faire. Et ce qu'il faut noter, c'est que par exemple, les adultes, au jour d'aujourd'hui, beaucoup respirent par la poitrine. Donc en fait, ils sont simplement en train de faire un caprice permanent. La seule différence par rapport aux bébés, c'est que on a appris à gérer et à faire semblant, à maîtriser nos émotions. Mais en même temps, elles sont à l'intérieur. Donc tout ce qu'on va activer, tout ce qu'on va remuer, voilà, ça va être là-dedans. Ce qui fait que tout ce qui est malaise, stress et compagnie, voilà, on va être associé à ce souffle qui est très haut. Remarquez également quand vous êtes allongé. Quand vous êtes allongé, si vous faites attention, vous avez votre souffle qui va se mettre principalement dans le ventre de manière assez naturelle. Voilà. Tout simplement parce que quand vous êtes allongé,
ben, ça veut dire que vous êtes en phase de détente. Vous n'êtes plus en phase d'agressivité, vous n'êtes plus face au monde. Par contre, dès que vous reprenez l'assise, observez votre souffle, hop, il a tendance à monter dans la poitrine. Tout simplement parce qu'on fait face au monde et là on rentre dans des éléments de stress. Voilà donc pourquoi on va essayer d'installer essentiellement cette respiration par la poitrine. Ensuite, voilà, essentiellement respirer par le ventre, excusez-moi. Donc comment est-ce qu'on fait pour respirer par le ventre? Donc je vous avais parlé du diaphragme, mais laissez tomber, voilà, ne vous occupez pas, n'essayez pas de chercher ce muscle-là. Ce qui va vous aider, c'est de travailler avec les abdominaux. Donc quand on va expirer, quand on va souffler, quand on va faire sortir l'air, le ventre, lui, il va rentrer. C'est-à-dire que vous allez contracter les abdominaux pour souffler, comme si vous vouliez toucher la cage thoracique avec le ventre. Donc on expire en plaquant le ventre contre la colonne. Et l'inspiration, donc quand vous allez faire rentrer l'air, l'inspiration, vous allez forcer, souffler comme inspirer, vous allez faire rentrer l'air comme pour sortir, pousser le ventre complètement. On inspire et on expire. Donc on contracte les abdos à l'expiration et on pousse les abdos à l'inspiration. Voilà, c'est ce qui va vous aider à installer ce souffle. Dans le cours, si vous n'y arrivez pas, rassurez-vous, le professeur est là aussi pour vous aider, pour vous donner d'autres techniques. On verra peut-être dans une vidéo comment faire pour vraiment installer ce souffle au niveau du ventre si vous sentez que vous êtes un petit peu bloqué. Ce qui va aider également à utiliser ce souffle au niveau du ventre, à mettre en place ce souffle dans le ventre, c'est de dissocier la cage thoracique du ventre. Imaginez, vous vous retrouvez comme quand on est devant un ordinateur, un peu avachi, la poitrine et le ventre se mélangent. D'une manière un peu simpliste, on va dire que le cerveau, lui, il va avoir des difficultés à faire le distinguo entre les deux. Donc, il va pas savoir trop respirer, il va respirer un peu vers le ventre, un peu par la poitrine, mais pas dissocier. Ce qui va être important pour vous, c'est de trouver cette verticalité. Donc, de pousser, donc d'essayer de sortir les fesses, d'essayer de cambrer, et de vous redresser. Donc, de redresser et d'étirer la colonne vertébrale. Dans la verticalité, donc on a cette sensation de pousser du bas, de pousser au niveau du bassin, et d'ouverture au niveau du haut. C'est-à-dire que en haut, tout doit être détendu. La poussée, elle se fait du bas, donc au niveau du bassin, et au niveau du cœur, au niveau de la poitrine, tout doit s'ouvrir, tout doit se détendre. Voilà, donc ça c'est un petit peu la manière d'utiliser le souffle, donc de libérer et de dissocier le souffle du ventre de la respiration thoracique. Dans les pratiques, on va essayer de privilégier quand même la respiration abdominale. Dans les cours, vous allez voir 3 types de respiration principales. Le premier type, la première respiration que vous allez voir, c'est celle que l'on fait en général systématiquement en début de séance. C'est ce qu'on appelle le Kapalabhati. Peu importe les termes sanscrits, c'est une pratique qui est censée nettoyer le crâne, donc apaiser les pensées. Elle est simple, elle va consister, donc sans bouger la poitrine, à expirer d'une manière très sèche. On rentre le ventre, on contracte le ventre d'une manière très très sèche, et en relâchant le ventre, l'air doit rentrer. Donc vous verrez, ça vous sera expliqué en cours, ou encore une fois, je vous dis, je ferai certainement d'autres vidéos pour préciser comment utiliser ce souffle du Kapalabhati. Le deuxième souffle que vous allez retrouver, c'est ce qu'on appelle le Bhastrika. Là aussi, peu importe les termes sanscrits, c'est le soufflet de forge. Donc c'est un souffle de puissance, un souffle d'énergie. Et c'est un souffle où on va expirer volontairement et inspirer volontairement. Donc dans les deux sens, on expire, on force l'expiration et on force l'inspiration. Ensuite, ce souffle sera suivi soit d'une rétention à poumon plein, soit d'une rétention à poumon vide. Ça, vous verrez, cela vous sera indiqué par le professeur. Vous avez dû noter, donc dans la pratique, je vais frotter l'air dans la gorge. Voilà. Donc pour vous aider, comme je viens de le faire, vous pouvez essayer de vous entraîner avec la bouche ouverte, donc en respirant par la bouche. Donc exceptionnellement, ça ne sera pas par le nez, pour ressentir qu'on fait frotter l'air, comme quand on tousse. Et après, simplement, vous fermez les lèvres et vous continuez à faire passer le souffle, mais cette fois-ci par le nez. Voilà, juste
petite contraction de la gorge. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que, comme je viens de dire, le Bhastrika est un souffle de feu, un souffle de puissance, et ce frottement dans la gorge va activer cette puissance intérieure. Imaginez par exemple un haltérophile, vous savez, ceux qui soulèvent les grosses barres, il prend la barre, il soulève, et là quand il va pousser, il va pas faire, il va faire, donc il va y avoir ce frottement dans la gorge qui va développer de l'énergie. Voilà donc pourquoi on fait frotter ça. Il y a aussi d'autres aspects au niveau de la thyroïde, enfin, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo n'est pas d'aller aussi loin que ça dans ces techniques. Voilà donc un petit peu donc les deux premiers souffles. Ensuite, une dernière respiration qui est une respiration où on va essayer d'allonger les souffles, donc où on va essayer de doubler l'expiration par rapport à l'inspiration. Ce qui veut dire qu'il va falloir compter. Donc, par exemple, on va compter jusqu'à 3 en inspirant, donc mentalement, on inspire en comptant jusqu'à 3. Donc mentalement, là je l'ai fait au doigt pour vous indiquer, et puis l'expiration, on va doubler, donc on va faire 6 temps d'expiration, même chose. Si vous êtes à l'aise sur le rythme de 3 temps d'inspiration, 6 temps d'expiration, vous allez passer au rythme 4 temps d'inspiration, 8 temps d'expiration. Si vous êtes à l'aise sur 4, 8, vous allez essayer de faire 5, 10, 5 temps d'inspiration, 10 temps d'expiration. C'est l'objectif que l'on va avoir dans les pratiques, dans les postures, c'est de libérer le souffle, donc de libérer les tensions qui sont provoquées par la posture. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'on tient un petit peu les postures dans le temps. Vous avez dû remarquer ça si vous avez fait votre premier cours d'essai. Donc ça c'est le troisième type de souffle, et sur ce souffle-là, on va utiliser la respiration complète, c'est-à-dire le ventre et la poitrine. Donc on expire la poitrine, le ventre, et puis tranquillement on va inspirer par le ventre, et finir l'inspiration par la poitrine, et puis l'inverse, l'expiration par la poitrine, et on finit l'expiration par le ventre. Voilà. Donc c'est la respiration complète, on dit qu'on fait à peu près 60% de l'inspiration, donc quand on fait rentrer l'air, par le ventre, le reste par la poitrine, et à l'expiration c'est l'inverse, à peu près 70% de l'expiration par la poitrine et le reste par le ventre. Voilà, donc c'est des chiffres, c'est à vous de voir un petit peu comment vous pouvez faire. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour des souffles, donc le Kapalabhati, le Bhastrika et les souffles allongés. Dans les souffles allongés, vous entendrez certainement dans les cours parler de 1-4-2 ou de souffle avec des rétentions. Pour les cours de débutants, au départ, restez sur du 1 temps d'inspire, 2 temps d'expire, donc respectez juste ce rythme-là. Ensuite, donc dans les points clés que l'on a vus, donc on a vu comment respirer, on a vu la verticalité, donc le fait de se redresser, d'étirer, d'ouvrir cet espace du haut. On va avoir en quatrième point, enfin troisième et quatrième point, comment verrouiller et comment limiter les fuites. Donc le yoga est censé s'adresser au corps énergétique et est censé augmenter notre quantité d'énergie. Mais le plus important, avant d'augmenter notre quantité d'énergie, c'est d'essayer d'éviter d'en perdre. Tout simplement parce que si vous allez augmenter votre énergie, donc là les pratiques c'est ce qu'on va faire avec les souffles, vous allez pousser les souffles, les postures, tout ça, et vous allez augmenter votre énergie. Mais si vous ne verrouillez pas ces fuites, les fuites d'énergie, le corps va continuer à perdre, le corps énergétique va continuer à perdre son énergie. Et à la fin de la pratique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il continue encore à perdre. Ce qui veut dire que, au contraire, au lieu de vous amener de l'énergie, vous allez vous siphonner. Donc au départ, pendant la technique, vous allez avoir de l'énergie, mais petit à petit, après, le corps va se siphonner et va perdre encore plus d'énergie, donc vous allez vous retrouver encore plus fatigué à la fin de la pratique. C'est pour ça que ces points de verrouillage par rapport aux fuites d'énergie sont très importants dans nos techniques. Donc il y en a deux. Un en bas, un en haut. Le point d'énergie, le point de fuite au niveau du bas, c'est l'anus. Donc ça se situe au niveau de l'anus. On le retrouve dans le langage populaire. Quand quelqu'un a une grosse peur, quand une énergie importante qui lui arrive dessus et qu'il a peur, en gros on dit il se fait dessus. Dans le midi on dit il se cague. Voilà, donc il y a toute l'énergie qui fuit. Voilà, tout en bas. Alors, une autre manière de dire dans le langage populaire, c'est quand on fait face à une situation difficile, qu'est-ce qu'on fait? On doit serrer les fesses. Donc on serre les fesses pour tenir l'énergie. Donc c'est un petit peu ce qu'on va faire dans nos pratiques. On va contracter le sphincter externe de l'anus. Donc une contraction qui est légère, qui est une tenue,
on parle plus d'une tenue que d'une contraction, donc une tenue du sphincter extérieur de l'anus. On appelle ça la tenue de la base, c'est plus joli, employer tout le temps ce terme tenue de l'anus. Alors, je parle bien de la tenue de l'anus et pas de la contraction du périnée, ce que l'on peut entendre aussi dans d'autres écoles. Chez nous, c'est vraiment l'anus. Tout simplement parce qu'après, petit à petit, il va falloir apprendre donc vous verrez, mais pas tout de suite, apprendre à dissocier la tenue de l'anus, la contraction du rectum, donc ce qu'on appelle Ashwini Mudra, la contraction du périnée et la contraction du pubis. Voilà, ça fait 4 zones, 4 points qui sont assez proches, qu'il faut apprendre à contracter séparément. Voilà, donc j'insiste encore une fois, là c'est vraiment la contraction au niveau de l'anus, donc la tenue de la base. Donc premier point pour limiter les énergies, c'est la tenue de la base. Le deuxième point de fuite, le deuxième gros point de fuite d'énergie, c'est le mental. Le petit vélo que l'on a dans la tête, qui tourne en permanence, voilà, il tourne, il fait le Tour de France, il s'arrête pas, c'est épuisant, c'est fatigant, c'est stressant, voilà, tout le monde connaît hein, ces trucs-là. Et le mental est quand même quelque chose qui est assez négatif. Il suffit d'ouvrir la télé, de regarder les informations. C'est rare qu'on parle de quelque chose de positif. À chaque chose, c'est toujours ce qui va pas. Et notre mental, on va dire, est essentiellement basé là-dessus. Voilà, si les informations ne balancent que des aspects négatifs, c'est que notre mental est attiré par cet aspect négatif. Et donc, on va essayer de limiter son action. L'arrêter, c'est quasiment impossible au quotidien dans un état normal, mais on va essayer de limiter ses actions. Et pour limiter ses actions, limiter son fonctionnement, on va essayer de bloquer un petit peu ses moyens d'expression. Dans les moyens d'expression du mental, le premier que l'on retrouve, et vous avez dû voir depuis le début que je fais cette vidéo, j'agite beaucoup les mains. Donc, c'est un des moyens d'expression du mental. On dit parler avec les mains, bon, peut-être plus dans le midi qu'ailleurs, quoique j'ai l'impression que c'est un peu partout pareil. Donc, pour ça, on va utiliser un geste. Le geste qu'on va utiliser, on va amener le pouce, la pulpe du pouce, sur l'ongle de l'index, donc des deux mains, et on va mettre une petite tension entre le pouce et l'index. On va, comme si on voulait chasser une poussière. Et les autres doigts vont être tendus. Donc on aura soit les paumes de main vers le haut en fonction des techniques, soit les paumes de main vers le bas, accrochées au genou. Mais dans tous les cas, il y a une présence, c'est-à-dire que les doigts ne sont pas tout mous. Il y a une tension au niveau des doigts, une présence dans les mains. C'est-à-dire que là, je suis dans la pratique, là, j'y suis plus. Voilà. Les doigts tendus, je suis dans la pratique. Les doigts relâchés, je n'y suis plus. Donc toujours cette présence au niveau des mains. On retrouve, je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, on retrouve cela aussi dans le quotidien. Imaginez, enfin moi je me souviens des expériences, quand on était à l'école, quand on devait passer au tableau, le prof il nous prenait la craie blanche, on s'en foutait partout, je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs. Et comme on avait toujours beaucoup révisé, enfin c'est mon cas, beaucoup révisé, on se disait, oh là là, qu'est-ce qu'il va me poser comme question, je me souviens plus, j'ai pas travaillé, enfin bon, pas ça. Et on agite, on prend la craie, on agite la craie avec les doigts. Et il suffit que le professeur nous dise, stop, arrête de bouger les doigts, ou un truc comme ça, et là c'est le grand calme, on n'arrive plus à réfléchir. Voilà. Si ça vous est pas arrivé, essayez d'observer ça. Soit sur vous, soit sur un enfant qui est ou quelqu'un d'autre, voilà, pour essayer d'observer. Quand on arrête ce fonctionnement des mains, bah, il y a quelque chose, un blanc qui se fait. Voilà. Donc, premier point pour limiter les fuites d'énergie au niveau du mental, pour limiter le mental, c'est de verrouiller l'agitation des mains. Le deuxième point, ce qui paraît vraiment évident, c'est la langue. Donc, on va essayer de verrouiller la langue. Donc, pour ça, on va pas l'attacher, mais on va simplement... Donc, il y a plusieurs positions de la langue, mais celle qu'on va utiliser dans les cours, elle est simple. On va retourner la langue pour amener le dessous de la langue au palais et pousser. Donc, imaginez, ça, c'est le dessus de la langue, ça, c'est le dessous. Simplement, je retourne ma langue et je la pousse loin derrière au niveau du palais pour aller tout au fond. En essayant de sentir que ça tire un petit peu au niveau du frein, devant. Voilà, et on pousse. Voilà, simplement ça. Donc ça, c'est la position qui va limiter, qui va bloquer un petit peu la langue et qui est censée limiter un petit peu cette agitation du mental. Le troisième point que l'on va avoir, c'est les yeux. Donc les yeux, ben, il va falloir immobiliser le regard. Hein, vous savez, quelqu'un qui est agité, qui a peur, tout ça, le regard part un peu à droite, à gauche,
regarder un petit peu, je sais pas si vous avez observé, enfin, au moins dans les documentaires animaliers, les marmottes, quand elles observent, ça tourne, c'est toujours aux aguets, à l'affût. Donc quelqu'un qui est stressé, le regard, tout ça, part un peu dans tous les sens. Et là, ce que l'on va essayer, donc, c'est d'immobiliser les yeux. Donc, deux possibilités, les yeux fermés ou les yeux ouverts. Quand on a les yeux fermés, on va monter le regard et converger, et on va essayer de loucher au milieu du front ou un peu plus haut à la racine des cheveux. Donc on monte le regard, on monte les yeux et on louche. Ce qui va vous aider pour ça, c'est de lever les sourcils. Donc si on a les sourcils baissés, ça va pas. Donc levez les sourcils, on monte le regard et on louche tout en haut. Donc vous allez voir que c'est pas si facile que ça, et ça pose aussi un élément de concentration. Le deuxième point, donc, c'est les yeux ouverts. Les yeux ouverts, à ce moment-là, il faudra juste fixer un point. Et pendant la pratique, pendant le souffle, tout ça, gardez toujours le même point. Alors, je sais, le point qui est à côté est toujours mieux. Donc, mais essayez de garder toujours le même point de fixation. Voilà à peu près, donc, pour limiter les fonctionnements du mental. Donc, les mains, la langue, les yeux. Et le dernier point qu'on peut rajouter, qu'on rajoute systématiquement, c'est pour limiter cet aspect négatif du mental. Pour limiter cet aspect négatif du mental, on va essayer d'installer quelque chose de positif. Et qu'est-ce qui peut être positif? C'est le sourire. Donc on va essayer pendant les pratiques de sourire, voilà, de ramener ce sourire au niveau des lèvres, même si au départ, c'est un sourire qui peut être un peu grimaçant. Voilà. Simplement, on essaie de monter le coin des lèvres au niveau des oreilles. Et ça va inciter, voilà, un petit sourire intérieur qui va petit à petit amener un fonctionnement mental plus dans la joie, dans le bonheur, que dans le ressentiment et dans le fonctionnement négatif du mental. On a déjà fait donc pas mal de points. Donc on a vu comment respirer, on a vu la verticalité, on a vu comment limiter les fuites sur les deux points, principaux de perte d'énergie. Et puis il y a, on va dire qu'on pour aller un peu plus loin, il y a deux autres points qui sont importants, donc dont on parle systématiquement dans les cours. Alors ces deux autres points sont importants, sont à utiliser à partir du moment où votre souffle est bien libéré, à partir du moment où le souffle au niveau du ventre est libéré, à partir du moment où vous arrivez bien à dissocier le ventre et la poitrine. C'est la même chose pour les tenues. La priorité, c'est toujours, d'abord on libère le souffle et après on met en place toutes ces tenues. Donc là, les deux points qui sont importants pour aller un peu plus loin, c'est d'installer une visualisation pour le souffle. C'est-à-dire que la respiration, pour nous, ce qui est important, donc, est la respiration pneumatique, mais aussi il y a ce qu'on peut appeler, c'est la respiration énergétique. Donc, c'est l'impact du souffle sur l'énergie. Et pour ça, on va mettre en place une visualisation, c'est-à-dire que l'on va visualiser un trajet pour le souffle. Il y a plusieurs possibilités, et celle qu'on fait le plus souvent, la plus simple au départ, c'est de visualiser le souffle dans la colonne vertébrale. Donc, on va expirer, on va amener le souffle en bas, et puis l'inspiration va monter dans la colonne vertébrale jusqu'à la fontanelle, et l'expiration va descendre de la fontanelle à la base. Donc l'inspiration de l'anus, de la base jusqu'à la fontanelle. Alors je monte devant, mais il faut arriver à le sentir et le visualiser dans le dos. Donc l'inspiration qui monte et l'expiration qui descend. On peut rajouter en bas la visualisation d'un espace rouge, en haut la visualisation d'un espace blanc. Si vous avez des problèmes pour visualiser les couleurs, vous pouvez visualiser un objet de la couleur que vous voulez voir. Donc par exemple, j'ai à côté de moi voilà, un zafou qui est rouge. Vous pouvez visualiser, si vous voulez, une cerise. Vous pouvez visualiser une tomate, voilà, quelque chose qui est rouge. Pour ramener le rouge. Même chose pour le blanc, vous pouvez trouver voilà, une feuille de papier ou autre chose qui est blanc pour vous aider à retrouver la couleur et à imaginer ça. Donc, l'espace rouge en bas, l'espace blanc en haut, l'inspiration qui monte et l'expiration qui descend. Donc ça, c'est le premier point qu'on peut rajouter pour aller un petit peu plus loin dans la pratique. Et le deuxième point que l'on va rajouter, c'est un mantra. Un mantra, c'est un son que l'on va prononcer mentalement. Donc, le plus courant, il y en a plein là aussi, mais celui que l'on va utiliser, c'est So-Ham. So à l'inspiration, S-O, et Ham à l'expiration, Ham c'est H-A-M. Donc So qui monte, Ham qui descend. Donc on va le prononcer mentalement. Et ça fait
Et ça, donc, c'est mentalement. Voilà donc les 2 points principaux que l'on peut rajouter pour aller un petit peu plus loin dans la pratique. Ça fait déjà pas mal d'éléments à utiliser et à mettre en place. Donc, pour récapituler, le premier point, c'est dissocier la respiration thoracique de la respiration abdominale, donc arriver à dissocier les deux. Le deuxième point, c'est de mettre en place essentiellement une respiration, de privilégier la respiration abdominale, donc la respiration avec le ventre. Après, il y a les tenues, donc pour limiter les fuites, donc la tenue de la base, donc au niveau de l'anus, la position des mains, la position de la langue, la position des yeux et les sourcils levés. Ensuite, on peut rajouter le sourire. Et puis si vous sentez, si tout ça, ça se met bien en place, c'est rajouter une visualisation du souffle et un mantra. Donc tous ces éléments, toutes ces tenues, alors le souffle, la libération du souffle, normalement c'est assez rapide, mais toutes ces tenues, donc que ce soit la base, les mains, la langue, les yeux, tout ça, le sourire, vont mettre plusieurs mois à être en place. C'est pour ça qu'on en parle dès le début, c'est pour ça que dans tous les cours, on les rabâche, parce que c'est pas facile à garder d'une manière stable, et c'est ce que l'on veut. Voilà. Donc là aussi, il faut pas se prendre la tête, on y arrive, on n'y arrive pas, mais c'est pas grave, c'est petit, ça va s'utiliser. Alors, avant de se quitter, quelques petits conseils rapides quand vous allez venir en cours. Donc la première chose, c'est d'utiliser des vêtements qui ne soient pas serrés, dans lesquels vous pouvez respirer facilement, donc une tenue agréable, légère, pour pouvoir respirer et bouger facilement. Le deuxième point, c'est au niveau de l'alimentation. Donc, il est conseillé, ça vous voir, de ne pas trop manger, voire de ne pas manger avant le cours. Tout simplement, c'est pas une interdiction, tout simplement, c'est que vous allez vous sentir plus à l'aise. Imaginez manger une choucroute et faire un footing derrière, bah ça va pas être le top. Donc là, c'est pareil. Pour le cours, si vous mangez une choucroute ou un cassoulet ou peu importe avant un cours, vous allez vous sentir lourd et ça va pas passer. Ça va pas être agréable pour vous, donc vous n'allez pas profiter pleinement du cours. Le troisième point, donc aussi au niveau de conseils qu'on peut vous donner, c'est de penser et de considérer que ce moment-là, ce moment de cette séance de yoga, c'est un moment qui est pour vous. Voilà, vraiment se privilégier, c'est à vous, c'est votre moment, c'est une parenthèse dans la journée dans laquelle vous allez vous retrouver. Donc même si ça peut être un peu difficile des fois au niveau du souffle, mais c'est pour vous, c'est ce retour à soi qui va être un petit peu important. Après, donc dans les questions qu'on me pose, c'est combien de fois est-ce que je dois faire du yoga ? C'est comme toutes les disciplines, que ce soit du tricot, que ce soit de la pétanque, que ce soit de la course, que ce soit de la natation, du vélo ou autre, plus vous en faites, plus vous allez être à l'aise. Nous, ce que l'on recommande, c'est minimum un cours par semaine en étant assidu. Voilà, si vous faites un cours par semaine et que pendant 2-3 semaines et que vous arrêtez, il va manquer quelque chose. Et dès que vous allez avoir un petit peu d'expérience au bout d'un mois ou 2 mois de pratique, c'est aussi ce qui va être important, c'est d'en faire chez vous. Et on insiste beaucoup là-dessus. Pas longtemps, 5, 10 minutes, un quart d'heure, tout dépend du temps que vous avez. Mais c'est vraiment important d'en faire à la maison, d'en faire chez vous. Voilà à peu près. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Alors, toutes ces disciplines, voilà, ce que je l'ai dit tout à l'heure, ça peut vous paraître un petit peu difficile au départ, surtout d'arriver à dissocier le souffle, la poitrine, le ventre. Il faut savoir être un petit peu patient. C'est pas en une séance que tout va se débloquer, c'est pas en 2 séances, mais au bout en général, au bout de 5 ou 6 séances, on s'aperçoit qu'il y a un bienfait au niveau du corps, au niveau du mental, voilà, on se sent mieux. Voilà, donc il faut arriver à être un petit peu patient parce que nos pratiques, même si elles sont simples, sont pas si faciles que ça à mettre en place. Voilà, donc je pense que pour cette vidéo, je sais pas combien de temps ça a duré, mais je pense qu'elle est déjà assez longue. Il y a déjà pas mal d'informations qui vous ont été données dedans. Je ferai d'autres vidéos certainement pour expliquer des tas de petits points, en essayant de faire des vidéos peut-être un peu plus courtes si je peux. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, je crois que puisqu'elle va être sur YouTube, je crois qu'on peut les mettre dessous. Et si vous avez aussi des envies, ou si vous avez des questions, si vous avez des thèmes que vous voulez aborder, n'hésitez pas à me les marquer dessous.
Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.